Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup de votre patience. Je veux vous souhaiter la bienvenue à cette première série. Nous aurons des spécialistes qui vont nous partager de l'information sur la sclérose en plaques. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Merci de votre temps. Je m'appelle Benjamin Davis et je suis dans mon sous-sol ici, chez moi, à Halifax. Peut-être que mes enfants vont venir à n'importe quel moment. Je dois être ici pour animer et je suis absolument heureux de cette série de 3 webinaires qui commencent maintenant. Mon rôle, c'est que je suis le vice-président principal de la mission pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Et je suis votre invité. Nous passerons du temps ensemble pendant presque 1 heure maintenant. Quelques petites notes maintenant pour commencer. Ce webinaire est enregistré pour être visionné par la suite. Aucun nom de participant, aucune identification ne sera présentée. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les taper sur la zone de clavardage dans votre écran. Les questions dans les 2 langues nous seront envoyées et nous essayerons de répondre à autant de questions que possible, mais veuillez noter que les réponses à certaines questions courantes sur la SP et le COVID-19 seront disponibles sur notre site web très bientôt. Notez aussi que les questions portant sur des situations personnelles précises, on ne peut pas y répondre d'habitude dans ce genre de contexte. Et nous vous recommandons à ce moment-là de contacter votre professionnel de la santé. Il s'agit d'un moment sans précédent actuellement. L'époque où nous vivons, la Société canadienne de la sclérose en plaques supervise de très près l'information sur la COVID-19 telle que publiée par les agences publiques du Canada et d'autres autorités de santé. La santé de la communauté des gens atteints de l'ASP est notre priorité et nous essayons de gérer toutes les inquiétudes reliées à la COVID-19. Nous, à la Société de la sclérose en plaques du Canada, nous voulons vous assurer que vous pouvez prendre soin de votre propre santé avec la meilleure information possible, l'information la plus à jour. À cette fin, notre société a un site web avec une page totalement dédiée que je recommande que vous visitiez régulièrement pour avoir de l'information qui est mise à jour régulièrement. J'aimerais maintenant vous souhaiter la bienvenue et accueillir nos spécialistes aujourd'hui. D'abord, la docteure Ashley Sonpar et la docteure Katayoun Alikani. C'est la docteure Sonpar qui va commencer. La docteure Ashley Sonpar nous vient de la division des maladies infectieuses à l'hôpital des Sœurs Grises et à l'hôpital de l'Université de l'Alberta. Elle est spécialiste en maladies infectieuses à l'Université de l'Alberta. Elle est une conférencière clinique avec des intérêts spéciaux dans les patients avec immunosuppression secondaire, comme les patients qui prennent des biologiques, une thérapie biologique. Merci beaucoup de vous être joints à nous et à vous la parole, Mme Sonpar. Merci de cette présentation très agréable. Je vais maintenant partager ma présentation avec vous à l'écran. Voilà. Alors, je vais commencer. Je m'appelle Ashley Sonpar et comme on l'a mentionné, je suis d'Edmonton, en Alberta. Je vais vous donner un survol rapide maintenant de la COVID-19 et ses relations avec la SP et je vais répondre à quelques questions qui nous ont été envoyées à l'avance, au préalable. D'abord, je vais parler un petit peu du virus. Le virus s'appelle le SARS-CoV et la maladie s'appelle le COVID-19. Le SARS-CoV-2 est assez semblable au SARS-CoV où il y a eu une épidémie en 2002-2003. Les gens de l'Ontario à Toronto vont peut-être se souvenir que ça a eu un gros effet pour Toronto puisque les vols ont été interdits à ce moment-là en 2002. Le virus le SRAS, ça veut dire syndrome respiratoire aigu sévère associé au coronavirus 2. C'est pour ça qu'on appelle ça le SRAS-CoV-2. Et l'épidémie, l'éclosion actuelle a été signalée d'habitude à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Elle s'est maintenant propagée à 123 pays et territoires. Et je pense qu'on a maintenant plus de 1,8 million de cas en date du 12 avril. Et ce sont les données qui viennent de l'Organisation mondiale de la santé. Et voici les chiffres au Canada actuellement. Au Canada, nous avons environ 200 000 cas. Et vous pouvez voir la distribution ici des cas selon les différentes provinces et territoires sur la carte ici.
Pour ce qui est maintenant des symptômes, les symptômes les plus courants qui sont signalés dans la littérature sont la toux, la fièvre et les fatigues générales, malaise. Il y a beaucoup d'autres cas, beaucoup de symptômes, écoulement nasal, frisson, douleur musculaire, maux de tête, essoufflement, douleur thoracique, nausées, vomissements, conjonctivite, maux de gorge et diarrhée. Et d'autres nombreux symptômes ont aussi été signalés dans les documents publiés, y compris la confusion, problème de commission, de perte de l'odorat, perte de goût, encéphalite, AVC, confusion, ataxie et même convulsion à l'occasion. La majorité des patients vont avoir un cas léger. 80% des personnes n'auront que des symptômes légers et les chiffres de 16% vont avoir seulement des symptômes de modérés à sévères et 4% auront des symptômes plus sérieux. Le pourcentage des personnes qui meurent du COVID-19 varie selon le pays qu'on regarde, mais c'est entre 1 et 12%. Je pense qu'on est actuellement à peu près à 12% au Canada. J'aimerais vous indiquer que ce sont des données des agences de santé publique du Canada. Ça vient de ressources provinciales parce que chaque province et territoire a ses propres ressources. Et si vous voulez trouver les ressources provinciales qui vous convient, vous allez vers l'Agence de santé publique du Canada, ils vont vous indiquer le site web provincial approprié. Il y a aussi un outil d'auto-évaluation qui a été publié, qui est aussi disponible par l'Agence de santé publique du Canada. Et si vous avez des symptômes, vous pouvez prendre cet outil d'auto-évaluation qui va vous aider à avoir de meilleures ressources près de chez vous. Maintenant, quels sont les facteurs de risque de maladie grave dus à la COVID-19? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'âge avancé, le fait d'être de sexe masculin et les gens qui ont des comorbidités, spécifiquement des comorbidités comme maladie cardiaque, diabète et hypertension, entre autres. Qu'en est-il des personnes immunodéprimées? Comme les personnes qui ont une thérapie biologique. Bon, essentiellement, c'est qu'on n'en connaît pas beaucoup actuellement et on n'a pas beaucoup de choses qui ont été publiées dans la littérature. Il y a des données sur quelques patients immunosupprimés qui ont été rapportés. Il y a plusieurs, par exemple, des patients qui ont le cancer, qui suggèrent que les personnes qui ont les cancers ont une mortalité accrue et plusieurs rapports portent sur des personnes qui ont subi une greffe, par exemple, une greffe de rein, une greffe de cœur, une greffe de moelle osseuse, mais certaines de ces personnes ont récupéré et se sont rétablis. Le problème, c'est que ces résultats pourraient être faussés en raison de la présence de maladies cardiaques ou de diabète antérieur dont l'état s'est détérioré. Il peut y avoir des maladies cardiaques et du diabète qui sont des facteurs de risque connus. Alors, ce n'est pas juste l'immunosuppression, et puis il y aurait pu y avoir des maladies sous-jacentes. Il y a aussi toutes sortes de théories un peu différentes. Il y a toutes sortes de suggestions que les personnes immunodéprimées sont un peu plus à risque, mais c'est le cas d'ailleurs avec d'autres virus comme l'influenza ou toutes sortes, qu'on appelle le norovirus, le virus de Norwalk aussi, par exemple. L'immunosuppression en général est un cas d'infection en général. Et ça peut être de grandes augmentations selon le degré d'immunosuppression. D'autre part, aucune étude n'a démontré que les coronavirus entraînent des infections plus graves chez les personnes immunodéprimées. On ne dit pas que la maladie est plus grave. Il semblerait plutôt que la maladie critique de la COVID-19 ou l'origine de l'aggravation de la maladie est causée beaucoup plus par la réaction inflammatoire causée par le virus. Donc, si votre système immunitaire est déprimé, vous n'aurez pas ce rebond immunitaire puisque votre système immunitaire est déprimé. On aura donc moins de dommages aux poumons. C'est ça ce qu'on a pour le moment. On n'en sait pas trop actuellement et on espère avoir plus d'informations là-dessus bientôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour votre traitement immunosuppresseur? Est-ce que vous devriez le maintenir? Que devriez-vous faire? Alors, si vous vous sentez bien et votre thérapie fonctionne pour contrôler
votre état, vous devriez continuer votre traitement si le traitement vous offre une bonne prise. Si vous êtes en train d'attendre pour la mise en place d'un traitement immunodépresseur, vous pouvez attendre et il serait mieux de décider cela avec votre fournisseur de soins en sclérose en plaques. Mais on ne peut rien dire de général pour les nouveaux traitements si vous êtes en attente de nouveaux traitements. Et quelques dernières choses sur lesquelles j'aimerais commenter, c'est le traitement. Il y a beaucoup de questions sur le traitement. On espère avoir quelque chose, mais aucun traitement n'a été approuvé à ce jour contre la COVID-19, même s'il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours actuellement pour différents traitements. Il y a plusieurs traitements qui sont étudiés actuellement, et je suis sûr que vous en avez entendu parler, mais il n'y a rien qui soit actuellement recommandé par la Société des maladies infectieuses d'Amérique ou l'Association d'infectiologie du Canada. Ça nous amène maintenant à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de la prévention et prévenir l'apparition de la COVID-19. On a les choses qui ont été recommandées par l'Agence de santé publique qui peuvent aider et qui sont de bonnes stratégies de prévention. S'assurer de se laver les mains, de garder une bonne distance par rapport aux autres, ou une solution d'alcool s'il n'y a pas d'eau disponible, garder une distance de 2 mètres par rapport aux autres personnes, se couvrir la bouche en cas de toux, si vous toussez, vous isoler, restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien, et consulter un médecin en cas d'aggravation des symptômes. Donc maintenant, je mets cette diapo, mais je comprends que les questions vont venir à la fin, mais je pourrais répondre maintenant à quelques questions qui ont été envoyées par courriel. La première parlait du tabagisme. Est-ce que le tabagisme peut empirer la chose avec le COVID-19? Et la question porte surtout sur le tabagisme, c'est que on touche à ce moment-là sa bouche et ses lèvres et avec ses doigts, ce qui peut, comme quand on touche de plus en plus, ça peut augmenter le risque. Si vous avez une maladie respiratoire sous-jacente antérieure, comme plusieurs personnes l'ont quand elles fument, ça peut augmenter la gravité à ce moment-là. Ça peut légèrement augmenter le risque de transmission. Une autre chose dont il faut être conscient, c'est qu'on sait que les gens qui fument sont plus susceptibles d'avoir d'autres maladies respiratoires comme la pneumonie ou l'influenza. Ils sont donc à plus haut risque et on extrapole à partir de cette information que le tabagisme peut augmenter votre risque d'avoir la COVID-19, mais on n'a pas de preuve directe de cela pour l'instant. Mais c'est ce qu'on peut déduire d'après les informations qu'on a sur d'autres maladies respiratoires. Il y avait une autre question sur la thérapie de déplétion cellulaire. Est-ce qu'on peut être immunisé? Ce n'est pas une technique d'immunisation pour la COVID-19 qui n'existe pas encore. Alors, vous pouvez quand même vous faire immuniser, avoir vos vaccins contre la grippe dans votre clinique habituelle. La question est, est-ce qu'on peut se faire immuniser? Mais si ce n'est pas un vaccin urgent, il est peut-être mieux de retarder. Je sais que les gens vont souvent se faire vacciner pour la grippe. Et si vous pensez avoir le vaccin dans le mois prochain, vous pourrez penser à envisager la possibilité de le retarder. Une dernière question que j'aimerais effleurer qui m'a été posée, c'est le vaccin BCG et la COVID-19. La BCG, c'est un vaccin avec bactéries vivantes qui veut immuniser contre la tuberculose. Donc, d'habitude, c'est donné aux enfants. Et il y a quelques petits articles qui ne sont pas encore approuvés, des articles préliminaires qui ont été publiés sur la question, sur des articles qui n'ont pas encore été révisés par les pairs. On pourrait signaler que il peut y avoir quand même des articles qui suggèrent que le BTG pourrait vous protéger parce que les pays qui ont des programmes de vaccination contre le BCG ont de plus faibles mortalité que les pays qui n'ont pas ce vaccin BCG contre la tuberculose. Cependant, il y a beaucoup de possibilités, de facteurs de confusion dans ces études. Si on regarde simplement les programmes de vaccination, on
pense pas à la capacité des pays en question pour tester pour la COVID et superviser la population selon la distribution d'âge des personnes qui reçoivent le vaccin, etc. Donc, il n'y a pas de preuve encore totalement probante que le vaccin BCG pourrait réduire l'incidence de la COVID. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on recommanderait comme mesure de protection. Voilà, je pense que c'était la dernière question à laquelle je voulais répondre. Et maintenant, je vais passer la parole à notre animateur. Merci beaucoup, Dr. Sandar. Nous avons beaucoup apprécié. Merci d'avoir pris le temps de répondre à certaines des questions qui vous ont été soumises déjà par courriel. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions en ce moment plus tard qui apparaîtront et on espère qu'on aura du temps à la fin pour y répondre. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième conférencière, la docteure Ali Khani, qui est neurologiste avec une sous-spécialité en neuroimmunologie et en sclérose en plaques. La docteure Ali Khani est professeure assistant clinique de neurologie au département de neurosciences de l'Université du Calgary et directrice des cliniques immunoneurologiques de Calgary. Merci d'être avec nous. À vous la parole, docteur Ali Khani. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici pour vous parler un peu de ce que nous savons jusqu'à présent sur la COVID-19 et la SPI. Merci, Dr. Sonpa, de cette présentation antérieure. Je vais maintenant commencer ma présentation. Alors voilà. D'abord, j'aimerais commencer par dire que je n'ai aucune déclaration à faire, mais quand même un gros avis de non-responsabilité. Il y a peu de données disponibles à propos du SARS-CoV-2, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur la COVID-19 et notre compréhension de la COVID-19 et ses effets sur les gens et qui pourrait être à risque, ça évolue jour après jour et les recommandations que nous faisons à nos patients sont vraiment fondées sur ce qu'on comprend jusqu'à présent, sur les connaissances actuelles. Et ça pourrait être révisé et ça évolue au fur et à mesure qu'on reçoit de nouvelles données. Maintenant, je vais commencer par des lignes directrices en général sur les maladies infectieuses. Je ne vais pas vous donner tous les facteurs de risque et les façons de prévenir parce que c'est très bien résumé jusqu'à présent par la docteure Sonpar. Il y a plusieurs lignes directrices publiées par plusieurs sociétés, dont la Société canadienne de sclérose en plaques, qui a aussi des lignes directrices qui sont disponibles sur le site web. Le Royaume-Uni, la Société du Royaume-Uni, l'Association des neurologistes de la Grande-Bretagne, en Australie, la Belgique, etc., la Société nationale des scléroses en plaques aux États-Unis, la Fédération internationale ont tous des pages web assez semblables avec des lignes directrices sur les façons à adopter pendant la pandémie de COVID-19. Et la réalité, c'est qu'il y a toujours des avis de non-responsabilité par rapport à ces opinions d'experts, ainsi que par rapport au fait que tout cela va évoluer en fonction de la compréhension qui s'améliore de plus en plus de la maladie. Les principes sont toujours les mêmes, et la docteur Sonpar l'a déjà mentionné. D'abord, il n'y a pas de recommandation pour dire que les gens arrêtent ou modifient leur thérapie actuelle. Et il est toujours recommandé de suivre les conseils, les lignes directrices, les conseils des autorités de santé publique du Canada ou de votre province, votre territoire. Et cela aussi, c'est mis à jour et ça change. Alors, il faut suivre les choses et ça a déjà changé. Et c'est une recommandation qui évolue constamment. En ce qui concerne des médicaments qui modifient la maladie, il y a plusieurs principes généraux qui vont inclure certaines choses quant au début de traitement qui peut être immunosuppresseur. Ça comprend la plaquémie, ocrelizumab et imidazumab, qui sont essentiellement des thérapies
pour la sclérose en plaques. Et aussi, il y a certaines inquiétudes quand les gens qui pourraient arrêter certains médicaments ou arrêter la prise de ces médicaments. Ça pourrait être associé avec un rebond de la SP. Et ça pourrait inclure le fingolimod et l'anilimab. Là-dessus, il y a aussi des recommandations spécifiques provenant du réseau canadien des cliniques de sclérose en plaques. Il y a un groupe de fournisseurs de soins de santé, de neurologistes qui sont arrivés avec une recommandation de consensus énoncé qui est disponible sur ce site web, le réseau canadien de cliniques de MS. Et tout ça, c'est mis à jour assez régulièrement et doit être mis à jour. La recommandation générale, c'est que les thérapies pour l'ASP, la cessation ou la continuation doit être toujours discutée avec le fournisseur de soins de santé, votre équipe soignante. Ça dépend d'une opinion d'experts. Nous n'avons pas de ressources spécifiques pour guider pour ce qui est de la prise en charge de la sclérose en plaques, pour ce qui est de la COVID-19. Et en fonction de l'information que nous avons jusqu'à présent, l'expérience provenant des effets semblables, nous, comme la Dr. Snow l'a mentionné, il y a certains mécanismes d'action qui peuvent nous guider. Alors, première question importante qui a été partagée avec de nos membres enregistrés est la question de savoir si l'ASP en soi est un facteur de risque pour attraper la COVID-19. La réponse est non. En général, avoir l'ASP en soi n'augmente pas le risque de contracter la COVID-19 ni le risque de présenter des complications graves en lien avec la COVID. On n'a pas vraiment d'informations qui nous amènerait à penser de cette façon. Cependant, on sait qu'il y a beaucoup de mises en garde et de nuances à apporter qui sont importantes. Par exemple, s'il y a des maladies concomitantes comme l'âge avancé ou des facteurs de risque cardiovasculaires, ces facteurs de risque additionnels pourraient augmenter le risque de la COVID-19. Quel est l'impact du fait d'avoir la COVID-19 pour une personne qui a la sclérose en plaques? C'est là une question importante. C'est une question qui a été posée par nos membres inscrits. Oui, ça peut avoir un impact supplémentaire. Nous savons que la SP, un tiers des rechutes en SP sont associées souvent avec une infection plus souvent virale. Alors, c'est très important à garder à l'esprit. Une infection virale peut avoir un impact. Avec chaque infection, il y a toujours un risque de pousser ou de pseudo-pousser de la SP. Il y a un enjeu particulier pour les gens qui ont la SP primaire progressive. On sait que dans la SP primaire progressive, il peut y avoir des infections qui sont associées avec une exacerbation ou une poussée qui ne semble pas être une poussée, mais qui sont quand même, il semble qu'il y a quand même un impact sur le mieux-être des patients. Ce sont là tous des facteurs importants. Il est très, très important de faire tous les efforts nécessaires et de prendre des précautions très strictes pour éviter l'infection pour ces raisons. Et bien sûr, si une personne qui a l'ASP est gravement handicapée physiquement, par exemple avec un handicap qui cause une faiblesse des muscles thoraciques, des muscles de la respiration, donc qui ont de la difficulté à la déglutition, cela pourrait causer certains enjeux qui causeraient un risque accru d'atteinte respiratoire grave causée par la COVID-19. Et finalement, il y a certains médicaments modificateurs de l'évolution de l'ASP qui pourraient aussi accroître le risque de maladies graves. J'aimerais souligner qu'on n'est pas encore totalement sûr, mais bon, il semble qu'il y a possibilité d'avoir une gravité plus accrue de la maladie avec certains médicaments modificateurs. La question que les gens se posent, est-ce que je devrais cesser mon traitement modificateur de l'évolution de la sclérose en plaques? La réponse générale est non. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui doit être discuté toujours avec votre fournisseur de soins pour la SP, mais c'est là la réponse générale. D'abord,
euh, arrêter le médicament modificateur de l'évolution pourrait mener à une poussée. Cette poussée pourrait exiger un traitement aux stéroïdes. Ça, en soi, ça sera problématique pendant la pandémie. En général, nous ne recommandons pas de traiter toutes les poussées avec des stéroïdes. On va le recommander encore moins souvent pendant la pandémie. Mais comme vous le savez, il y a des situations où le traitement aux stéroïdes sont quand même recommandés. Essentiellement, là, on ne recommande pas généralement d'arrêter votre médicament modificateur de l'évolution, à moins qu'il y ait une raison très grave après discussion avec votre fournisseur de soins. Donc, pour certains médicaments, comme les bêta-interférons, qui sont l'acétate de glatiramer ou la terriflunomide ou l'aminocycline, on ne croit pas qu'il y a d'effet immunosuppresseur très grand. Pour les médicaments qui réduisent directement l'immunosuppression, comme le diméthylfumarate, le tecfidera et quelquefois le natalizumab, le Tisabri, on ne recommande pas généralement d'arrêter ces médicaments. Par contre, en gardant ça à l'esprit, il faut toujours nous rappeler qu'il y a des choses des graves conséquences peuvent être associées avec l'arrêt des médicaments et qui peuvent augmenter l'activité de la SP. De façon intéressante, le fingolimod et le natalizumab sont actuellement été étudiés comme traitement possible de la COVID. Ça fait actuellement partie d'essais cliniques de traitement de la COVID-19. Je reviens ici à la remarque de la docteure Sonpar, qui les personnes qui sont le fait d'être immunosupprimé, c'est pas automatiquement quelque chose qui va mener à une conclusion, qu'il va y avoir une issue plus grave à cause de la COVID-19, parce que, comme on le sait, certaines des manifestations les plus graves de la COVID-19 ne sont pas reliées à l'infection en soi, mais sont reliées à la réaction immunitaire et au système immunitaire qui devient surexacerbé à la suite de l'infection. Alors, la fingolimod fait actuellement l'objet d'études. On vous indique de contacter votre fournisseur de soins si vous avez des symptômes de COVID-19 ou si vous avez des résultats positifs pour la COVID-19. C'est très important. Ça va aller au cas par cas, mais il y aura peut-être une décision à ce moment-là de retarder certains traitements, de changer les posologies, les doses de médicaments ou de suspendre les traitements. C'est une décision qui se fait au cas par cas. Et deuxièmement, il est très important de savoir que si quelqu'un a des symptômes et qui doit s'isoler, il y aura un retard inévitable pour obtenir la perfusion. Si ça se fait à un centre de perfusion, il y a tellement de cas spéciaux. Alors, on vous prie d'appeler votre fournisseur de soins en sclérose en plaques si vous avez la COVID-19 ou si vous avez un test positif. Il y a une question qui a été posée par le groupe pour savoir s'il y a des études qui sont faites actuellement en ce qui est pour collecter de l'information chez les patients de la SP. C'est une autre raison pour laquelle il est important d'appeler votre fournisseur de soins. Il y a un registre qui a été démarré en Europe, en Italie, et ensuite en Espagne, et on a impliqué le Royaume-Uni aussi, et ce registre va s'étendre et va impliquer aussi l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, éventuellement. Et ça s'appelle COVID-MS. C'est un registre de personnes ayant la SP qui ont été affectées par la COVID-19. Et cette étude va nous permettre de savoir quels sont les chiffres, quel est le cours d'évolution de la maladie, qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas d'informations publiées, mais nous avons des webinaires hebdomadaires et des mises à jour hebdomadaires de nos collègues européens qui travaillent sur la COVID-19, où la COVID-19 a commencé avant. Et nos collègues sont les neurologues de l'ASP, particulièrement en Espagne, nous signalent certains cas qu'ils ont vus, mais franchement, et ça c'est de l'information non publiée, il est encore trop tôt pour nous d'en arriver à quelques conclusions que ce soit. Cependant, à leur avis, jusqu'à présent, ils ne voient pas de signal spécifique d'augmentation du risque selon leur expérience.
pour les gens ayant la SP ou pour les gens qui ont certains médicaments précis. Les cas qu'ils ont vus sont des rapports non officiels dans nos webinaires hebdomadaires, portent surtout sur des patients qui ont d'autres maladies concomitantes, des comorbidités, des personnes plus âgées ou des personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Encore une fois, tout ça, c'est très, très préliminaire, c'est non publié, c'est fondé sur des cas qui sont signalés, qui sont rapportés au jour le jour actuellement. Donc, l'autre question qui a été posée et qu'on reçoit souvent, et qui vient de nos membres inscrits, porte sur un traitement précis, c'est celui de l'ocrelizumab ou le rituximab. Pourquoi on met ensemble l'ocrelizumab et le rituximab? C'est parce que leur mode d'action est très semblable. Ils ciblent des lymphocytes très, très précis. C'est surtout les lymphocytes B qui sont visés par l'ocrelizumab ou le rituximab. Et d'après l'expérience passée, les gens qui sont traités avec ces médicaments n'ont pas eu une grande augmentation dans leur risque d'avoir l'infection virale. Alors, on ne prévoit pas que ça serait considéré comme une contre-indication pour un traitement pendant la pandémie. Cependant, si vous avez la COVID-19 ou si vous avez un contact qui a eu cette situation, là, c'est différent. Encore une fois, c'est une discussion que vous devriez avoir avec votre équipe soignante. Moi, je suggérais de retarder l'administration de ce traitement d'ocrelizumab ou de rituximab, mais tout ça doit toujours être discuté avec l'équipe soignante. Il y a beaucoup de soignants et de neurologues qui recommandent le retard de ces traitements par perfusion pendant la pandémie pour toutes sortes de raisons. Et la réalité, c'est que le fait de retarder l'ocrelizumab n'est pas asexué avec des poussées de rebond. Alors, l'activité de rebond, c'est lorsqu'on a des rebonds qui sont plus forts que ce que vous aviez avant de commencer le traitement. Alors, on ne voit pas vraiment beaucoup ça quand on retarde l'ocrelizumab. Et on sait aussi que l'effet des traitements pour l'ocrelizumab persiste plus que quelques mois, plus que 6 mois, en fait. Même si le traitement est prévu pour commencer tous les 6 mois par des perfusions, l'effet du traitement, lui, peut durer plus longtemps que 6 mois. Alors, le fait de retarder votre traitement de 2 ou 3 mois, ça n'aura pas un énorme impact sur l'activité de rebond de votre SP et ne sera pas trop associé avec les poussées de rebond. Discutez-en avec votre neurologue en sclérose en plaques, mais le consensus général, en fonction de l'information que nous avons actuellement, c'est qu'on ne faudrait pas trop s'inquiéter de ces retards de traitement d'ocrelizumab de quelques mois. Et ça, c'est l'opinion générale qui est partagée partout au Canada ainsi que dans d'autres pays. Bon, un cas précis. J'ai reçu de la cladribine, du Mavenclad, ou de la lemtuzumab ou lemtradar dernièrement. Est-ce que je suis immunosupprimé? Est-ce que je présente un risque accru d'être atteint de complications graves associées à la COVID-19? Ça, c'est toute une question. C'est une question très, très difficile. C'est une question très importante aussi. Une question très importante aussi. Alors, on n'a pas d'informations encore. Cependant, ces traitements sont considérés comme des traitements très efficaces qui ciblent des lymphocytes qu'on appelle des agents de déplétion cellulaire. Ça veut dire que ça élimine certains globules blancs complètement. Mais il n'y a rien qu'on peut faire pour renverser cet effet de destruction des globules blancs. Ça prend de l'effet avant que ces lymphocytes reviennent. Et oui, c'est associé avec un risque accru de certaines infections virales. Ça dépend si ça fait récemment que vous avez complété votre traitement, et ça dépend de votre numération de lymphocytes. Vous pouvez considérer comme ayant été immunosupprimé. Il y a des précautions supplémentaires qui doivent être prises.
Est-ce qu'il est possible que vous soyez à risque accru de la COVID-19 ou d'une maladie plus grave, d'une conséquence plus grave de la maladie si vous l'attrapez? On ne le sait pas, mais c'est assez probable quand même. C'est une situation, il semble qu'il y aurait un risque accru d'attraper la COVID-19 si vous avez reçu de la caprimide, si vous avez été traité récemment avec ces médicaments de déplétion cellulaire. Et si votre numération lymphocytaire est inférieure à 0,5, si vous avez des lymphocytes en bas du 0,5. Ça, c'est un consensus d'experts, de neurologues de l'ASP partout au Canada. Mais c'est aussi partagé avec d'autres neurologues en sclérose en plaques d'autres pays. Alors, par exemple, le Royaume-Uni, ici, je ne dis pas qu'on devrait nécessairement faire ça, souvenez-vous, c'est une discussion que vous devez avoir avec votre équipe soignante, mais au Royaume-Uni, on semble suggérer l'isolation de 12 semaines après la fin d'un traitement à la cladribine, au Mavenclad, ou à l'alemtuzumab. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit lors de vos discussions avec votre équipe soignante. Un autre point que j'aimerais souligner avec l'alemtuzumab, comme vous le savez, il y a une exigence de faire une analyse sanguine mensuelle lorsque vous avez ce traitement. Les gens se disent « Ah, je ne veux pas vraiment aller dans une clinique de laboratoire », et beaucoup de laboratoires ne font pas. Je sais, par exemple, qu'en Alberta, ils ne font pas ces analyses sanguines de routine. Ce n'est plus ce qu'on fait dans aucun laboratoire actuellement. Cependant, si vous avez pris de l'alemtuzumab, il est très important de continuer votre alemtuzumab et de prendre des mesures de supervision nécessaires parce qu'un des buts de ces mesures de surveillance, c'est de savoir si vous avez un risque accru de certaines complications, y compris les infections. Alors oui, il faut continuer l'alemtuzumab et la supervision, la surveillance. Appelez votre laboratoire, mais assurez-vous cependant que les gens vont appeler les laboratoires pour s'assurer qu'ils prennent les processus appropriés qui ont été conseillés pendant la pandémie, s'ils continuent de fonctionner pendant la pandémie. L'autre question, c'est que je suis sur le point d'amorcer un nouveau traitement. Est-ce que je devrais attendre? La réponse courte ici, c'est peut-être que oui. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Ce n'est pas toutes les thérapies qui doivent être retardées, par contre. Il y a des traitements qui ne sont pas associés avec l'immunosuppression. Il n'y a pas besoin de retarder le début de ces thérapies, de ces traitements, à moins qu'il y ait une situation spécifique problématique. Certaines personnes pensent à retarder cela à cause de l'exigence d'avoir une surveillance plus précise avec des analyses sanguines plus fréquentes. C'est une bonne raison, c'est une raison valide, mais il faut que ce soit évalué au cas par cas. Dans l'ensemble, généralement, si vous commencez une thérapie de déplétion cellulaire comme le cladribine, l'alemtuzumab, l'ocrelizumab ou le rituximab, on recommande d'attendre jusqu'à ce que le pic de la pandémie soit passé, particulièrement dans le cas de la cladribine ou de l'alemtuzumab, surtout cladribine et alemtuzumab en fait. Tout ça doit être sous-pesé avec l'équilibré, avec le besoin de démarrer un traitement quelquefois en fonction des activités, des poussées que vous avez. Je peux vous dire que dans ma pratique personnelle, dans mon expérience personnelle, le même jour où je conseillais aux patients de retarder la thérapie, j'ai conseillé à d'autres patients de la commencer. Ça dépend de la situation. C'est une décision, un jugement qui doit être fait au cas par cas, selon le risque des différents traitements par rapport aux avantages. Il faut faire une analyse risque-bénéfice dans chaque cas. Bon, finalement, voici une diapo qui résume différentes recommandations par rapport à différents traitements pour l'acétate de glacéramère, qui est la Copaxone ou le Glatec, poursuivre le traitement. Même si vous avez la COVID-19, on ne pense pas qu'il devrait arrêter le traitement. Interféron bêta, qui comprend les médicaments Avonex, Betaseron, Rebdiv, Plegridy et Extavia. Aucun besoin d'arrêter le traitement. Poursuivez. Teriflunomide, Aubagio. Non, continuez le traitement, même si vous avez la COVID-19.
La plupart des gens ne suggèrent pas d'interrompre ce traitement. Ça ne dépend toujours de la recommandation de votre équipe soignante, votre fournisseur de soins de santé. Minocycline, quelquefois, c'est utilisé au Canada de façon non courante pour la MS. Mais ça, c'est au cas par cas. Mais en général, on ne recommande pas d'arrêter l'aminocycline, le fédéral, le diméthylfumarate. Si votre numération de lymphocytes est inférieure à 0,5, dans ce cas, il faudrait suspendre le traitement jusqu'à l'énumération vienne en haut de 0,7. Là aussi, ce n'est pas un consensus général dans toutes les provinces, mais c'est le consensus, en tout cas, du Réseau canadien des cliniques de SP. Et toutes ces recommandations sont sujettes à changement. Alors, veuillez bien en discuter avec votre équipe soignante, votre fournisseur de soins en sclérose. Le natalizumab, le tisabri, c'est intéressant parce que d'habitude, on recommande qu'il ne faut pas changer votre pratique et poursuivre le traitement. Même des gens qui ont une SP très active, on pense de le faire même pendant la pandémie à cause de mode d'action très précis du tisabri. Cependant, des études plus récentes nous ont montré certains cas où on pense que ce virus SRAS-NCoV-2 dans le cerveau, les analyses sur le cerveau nous semblent suggérer qu'avec des infections très graves, le cerveau pourrait être atteint. En fonction de cette information très, très préliminaire quand même, moi en tout cas, personnellement, je suis en train de reconsidérer cette recommandation de poursuivre le traitement avec la COVID-19. Ce sont des perfusions qui se font à toutes les 4 semaines. On peut retarder la perfusion avec un dosage assez qui doit être révisé de toute façon à chaque perfusion. Ça, c'est une décision qui doit être faite au cas par cas, mais on ne conseille pas généralement que les gens arrêtent leur natalizumab, leur tisabri. D'abord, ça peut être associé avec une activité de rebond plus accrue, et en fait, on n'a aucune preuve actuellement qu'il faudrait faire cela. Mais il y a encore toutes sortes de situations spéciales où il faut interrompre le traitement. Tout dépend si vous avez des symptômes, si vous avez l'infection à la COVID-19 ou d'autres infections. Et la disponibilité des centres de perfusion. C'est le Gilenya avec le fingolimod pour suivre le traitement, mais quand même, souvenez-vous que si vous cessez le traitement, si vous avez la COVID-19 ou des symptômes ou un dépistage positif, il y a un risque de poussée de rebond. Mais le risque n'est pas très élevé pendant les quelques premières semaines. Mais si vous n'avez pas de traitement pendant un certain temps, si vous le recommencez, ça exige une supervision des dosages selon la longueur de l'interruption. Pour la cladribine, encore une fois, des mesures préventives supplémentaires doivent être prises si vos lymphocytes sont inférieurs à 0,5. On pense à ce moment-là envisager la possibilité de retarder le début du traitement avec la cladribine, avec l'alemtuzumab et le rituximab ou ocrelizumab, on en a déjà parlé. Pour la greffe, il est recommandé de retarder de façon universelle les greffes. Et voici maintenant une diapo finale que je mets pour conclure parce que je veux indiquer que ça, c'est la version 3 de ces recommandations qui sont proposées par un groupe très actif de cliniques à Londres, en Angleterre, clinique de SP. Et je veux simplement ici vous faire remarquer à quel point c'est fluide cette situation, changeant, comment les choses changent vraiment selon les informations qui arrivent. Les changements qui ont été faits à la version 3 de ce tableau sont que le tisabri a été enlevé de la liste des médicaments à risque faible pour passer à un médicament de risque intermédiaire pour les perfusions aux 4 semaines et faible risque pour les perfusions aux 6 mois. Alors, merci beaucoup. Je serais heureuse d'accepter des questions s'il y en a. Formidable. Merci beaucoup, Dr. Alikani. J'apprécie beaucoup. Maintenant, nous avons du temps pour les questions et j'aimerais remercier tout le monde qui ont soumis leurs questions par la boîte de clavardage. Je les ai regardées à mesure qu'elles arrivent et plusieurs de ces questions sont venues sur les médicaments modificateurs de l'évolution de la maladie. Vous avez répondu à plusieurs de ces questions, mais il y a quelques petites questions spéciales que j'aimerais vous poser pour l'instant aussi. Et j'aimerais rappeler à nos auditeurs que si
on ne répond pas à votre question, on s'excuse, mais on va mettre l'information à mesure qu'on avance et on pourra donner les réponses dans des webinaires futurs. Docteur Alikani, une question pour vous. Pouvez-vous faire un commentaire sur l'Ipolimab? Il y a une question de savoir si quelqu'un devrait attendre avant de prendre ce médicament précis. Oui, c'est toujours au cas par cas comme situation. Ça dépend vraiment du degré d'activité de la maladie, de la l'ASP et d'autres maladies concomitantes et facteurs de risque. Alors, j'aimerais suggérer que vous discutiez de cela avec votre équipe soignante de SP. Je ne pense pas que ce soit une contre-indication générale. Alors, je ne dirais pas que l'alemtuzumab, c'est pas comme l'alemtuzumab ou les greffes cellulaires, les thérapies de déplétion cellulaire, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi un nom aussi clair, mais il peut y avoir des situations où il faudrait retarder. Il serait peut-être important de retarder le traitement. Merci. Docteur Conpar, il y a eu tout un groupe de questions sur l'isolation. Quand on vit avec l'ASP, votre conjoint, votre soignant doit être proche de vous, les services essentiels. Est-ce que vous devriez vous isoler de votre famille? Pouvez-vous faire un commentaire pour expliquer dans quelle mesure cet éloignement est nécessaire avec l'équipe soignante et nous parler de la dynamique dans ce cas-là? Je pense qu'en général, les mesures, s'éloigner des personnes qui ne font pas partie de votre famille immédiate. C'est sûr que vous ne pouvez pas vous isoler complètement de votre famille, mais nous recommandons de prendre une distanciation quand même de votre famille immédiate. Non, ce n'est pas ce que nous vous suggérons, mais si vous avez par contre un conjoint ou un membre de la famille qui travaille dans les services essentiels, qui travaille dans l'hôpital ou en clinique, moi, quand je reviens, je me lave les mains pendant au moins 20 secondes. Et c'est la même recommandation qui s'applique si vous avez un membre de votre famille qui travaille à l'extérieur pour les services essentiels. Donc, c'est le genre de choses qui est importante. Si vous avez un membre de la famille ou d'autres personnes, le fait d'aller faire l'épicerie à votre place plutôt que vous, c'est une chose importante que vous pouvez faire pour vous éloigner de l'exposition possible. Si quelqu'un d'autre sur le panel a d'autres idées, je serais heureuse de les accueillir. Alberta, en tout cas, c'est ce que nous recommandons. Docteur Alikani, avez-vous des commentaires là-dessus? Non, je suis d'accord. Le principe généraux de la distanciation physique et des recommandations d'hygiène sont assez adéquats, à mon avis. La plupart des gens, on leur conseille de travailler à la maison, si possible. Hein? Suivre les recommandations des agences de santé publique, c'est vraiment très important dans la situation actuelle. Peut-être une question à vous deux. Je sais qu'il y a eu un commentaire qui a été fait sur le registre et les données là, qui commencent à être collectées partout de façon internationale. Est-ce qu'on nous a donné combien il y a de personnes qui ont la MS et qui ont la SP qui ont en même temps le COVID-19? Oui, je peux répondre. On n'a pas rien de publié actuellement. C'est vraiment fluide, c'est en plein développement, c'est en pleine évolution. Je n'ai pas de réponse finale, mais il y a quelques cas seulement par pays qui nous sont signalés, des cas qui sont rapportés, qui s'ajoutent jour après jour. Je n'ai pas de données précises à vous donner, mais je dirais que personne n'a ces données actuellement. Et je suis sûr qu'une fois que ces registres seront développés, on aura des données comme ça sur le nombre de personnes ayant la sclérose en plaques et la COVID-19 en même temps. Merci, merci. Il y a eu quelques questions sur les analyses sanguines. Docteur Alikani, vous avez mentionné généralement des considérations générales. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les gens qui pensent qu'il doit avoir une analyse sanguine ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez d'autres recommandations à faire là-dessus? C'est toujours au cas par cas. Là.
Par exemple, pour certaines thérapies, le retard des examens hématologiques pour quelqu'un qui est sur un traitement pendant des années, mais qui a une certaine stabilité, le fait de retarder les examens hématologiques, ça devrait peut-être même être recommandé parce que peut-être ça va prévenir des expositions non nécessaires et ça pourrait, à moins qu'il y ait des raisons très fortes. Mais pour certains autres traitements, c'est différent. Je vous en ai indiqué un traitement qui exige absolument un examen hématologique mensuel, c'est l'alemtuzumab. C'est très important d'en discuter avec votre équipe soignante pour la SP. Ce n'est pas, il n'y a pas d'énoncé général qu'on peut faire là-dessus. Tout le monde, en disant que tout le monde devrait avoir ces examens sanguins. Non, on ne peut pas dire ça, ce serait faux. Et il y a des situations où on fait des changements actuellement sur la fréquence des examens hématologiques qui doivent être faits. Mais une exception que j'aime faire remarquer, c'est l'alemtuzumab. Là, il ne faut pas passer l'examen hématologique, c'est absolument obligatoire. Merci. Je remarque l'heure qui est passée. Je sais que nous avons commencé quand même quelques minutes après l'heure. Je vais poser deux autres questions actuellement et partager certaines informations de conclusion. Merci à tous, encore une fois, d'avoir fait partie du webinaire d'aujourd'hui. Et nous enregistrons ces questions et nous ferons de notre mieux pour y donner réponse. Première question que j'aurais serait la suivante. Quelques personnes ont posé des questions sur les lymphocytes et la différence entre le 0,5 ou moins que 1. Est-ce qu'il y a une nuance en bas de 0,5 ou entre 0,5 et 1? Est-ce qu'il y a une nuance qu'il faudrait dire sur le nombre de lymphocytes, sur la numération lymphocytaire? Eh bien, à l'heure actuelle, c'est une très bonne question en fait. Et j'aimerais vous dire que la recommandation actuelle en ce qui concerne l'importance de ce 0,5, ce seuil là, de 0,5, c'est que c'est fondé sur des opinions d'experts. On n'a pas vraiment de données solides qui pourraient appuyer. Récemment, certains de nos collègues réévaluent ce seuil et disent que dans le cas de la cladribine, ça devrait être encore plus prudent et on devrait considérer des valeurs en bas de 0,7. Ce serait considéré comme faible, en bas de 0,7 pour la cladribine. Ça revient à de l'information provenant des essais cliniques et ça revient au risque d'infection qui se sont produites chez les gens qui participaient aux études sur ces médicaments avec différentes valeurs de décompte lymphocytaire. C'est là où ça vient, ce 0,5 là. Et je dirais que pour l'instant, on respecte ce 0,5, mais comme je l'ai dit, dans le cadre de la Tecfidera, nous pensons que si la numération lymphocytaire est en bas de 0,5, on va suggérer peut-être de retirer le traitement et le médicament tant que ça n'aurait pas monté jusqu'à 0,7 ou plus. Ça, c'est vraiment un peu le consensus actuellement pour le Tecfidera. Ce n'est pas fondé sur des données concrètes pendant la pandémie, mais c'est en fonction d'informations provenant d'essais cliniques antérieurs, d'études antérieures et d'autres études sur les infections. J'espère que ça répond à la question. Dernière question avant que je termine. Il y a eu des commentaires qui ont été faits sur les comorbidités, les maladies concomitantes à plusieurs questions. En particulier, y a-t-il l'information qu'on peut partager sur l'asthme ou les impacts, les implications sur la COVID et la SP? Je n'ai pas vu. Données sur l'apnée du sommeil? Non. Toutes les gens qui ont des maladies pulmonaires sont à risque de complications, bien sûr. L'apnée du sommeil n'a pas une fonction pulmonaire normale, donc la COVID-19, comme on le sait, ça affecte les poumons. Alors, pour les gens qui ont l'asthme ou la MPOC ou d'autres maladies pulmonaires, on suggère qu'ils sont à plus haut risque, effectivement. D'accord, merci. Encore une fois, merci beaucoup à la Dr Sonpar et à la Dr Alikani. Nous apprécions beaucoup l'information et le niveau de préparation que vous avez fait pour ce webinaire. C'est très apprécié. En terminant, je vais m'assurer de mettre le bon écran ici pour tout le monde. J'aimerais vous rappeler que
la Société canadienne de la sclérose en plaques, c'est un réseau de connaissances où il y a des navigateurs très bien formés pour répondre aux questions sur la MS, y compris la MS et le COVID-19, et donner des avis de qualité et des soutiens de qualité. Vous pouvez voir sur la diapo là, comment on peut vous connecter avec ces gens d'expérience dans notre réseau par téléphone, par courriel ou par clavardage. Notre prochain webinaire sera demain avec 2 infirmières MS. Ce sera un webinaire en français avec une traduction anglaise simultanée. Le 3e webinaire aura lieu mercredi prochain, le 22 avril, où nous aurons à ce moment-là un psychiatre, un physiatre et une infirmière de l'ASP. Ce sera en anglais avec une traduction simultanée en français. Souvenez-vous de vous inscrire à chacune de ces webinaires individuellement avec la langue de votre choix pour avoir le bon lien. Finalement, comme vous le savez peut-être, ou comme vous pouvez l'imaginer, la Société canadienne de la sclérose en plaques a dû changer beaucoup la façon dont nous nous relions avec notre communauté de patients de la sclérose en plaques. La communauté est de plus en plus importante. Je vous encourage tous à visiter le site stoponslasp.ca. C'est en anglais le www.wechallengems.ca. Stoppons l'ASP en français pour en savoir plus sur notre nouveau mouvement à l'échelle du pays pour éliminer complètement l'ASP. Et on approche du mois de la sensibilisation à l'ASP au mois de mai. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.